écoutez Sans détour, le podcast de Génilem, avec le soutien de notre parrain Bernet et Associés. Ici, vous trouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romands, des hommes et des femmes qui, à un moment clé de leur parcours et parfois à répétition, ont choisi de faire les choses autrement. Ils et elles partagent, sans détour, leur expérience entrepreneuriale, leur vision du business et de la vie. Je m'appelle Cyril Deléaval, coach au sein de l'association Génilem, et avec mon camarade Laurent Bernet, nous vous proposons d'entrer avec nous sans a priori dans le monde fascinant des entrepreneurs. Pivoter et lever des fonds, est-ce la clé pour révolutionner l'immobilier grâce à la tech? Nous recevons aujourd'hui Dorian De Vink, cofondateur et CEO de Backbone. Après avoir complété ses études, Dorian démarre une prometteuse carrière dans les fusions et acquisitions chez un grand nom du corporate, où il passe 4 ans à voyager et à apprendre les ficelles du métier. Mais malgré les premiers succès et une carrière qui semble se mettre sur des bons rails, il ressent le besoin de plus d'autonomie et d'impact personnel. Ce désir d'indépendance et de poursuivre une passion le pousse à quitter son poste confortable. Convaincu que c'était le moment idéal pour prendre des risques alors qu'il était encore jeune et sans attache familiale importante, Dorian fait le grand saut et retourne vivre chez ses parents pour minimiser ses dépenses et se consacrer entièrement à la création de sa start-up. On parle transition, croissance, levée de fonds et écosystème. Bonjour Dorian, bienvenue dans ce podcast. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Bien sûr, d'abord merci beaucoup de me recevoir. Très sympa d'être dans vos bureaux aujourd'hui. Donc Dorian, je suis le cofondateur et le CEO de Backbone. Donc je suis belge, je suis belge et suisse. J'ai grandi en Suisse depuis l'âge de mes 7 ans à Genève. J'ai fait mes études à HEC Lausanne, mon bachelor là-bas. Et après, je suis parti à Londres pour mon master à London Business School. Et puis après, après j'ai commencé ma carrière. Je suis revenu en fait à Genève. J'ai travaillé en fusion-acquisition dans les commodities. Et puis après, j'ai lancé une première version de Backbone et puis une deuxième version de Backbone qui celle-là a bien pris. Et puis là, on est dans la 6e année de Backbone. Peux-tu nous dire qu'est-ce que fait Backbone ? Bien sûr. Donc Backbone, ce qu'on est, et honnêtement, ça a évolué au fur et à mesure du temps, mais on est un software de marketing automation pour l'immobilier. Donc en fait, ça compose 2 éléments. Une première, c'est une marketplace qui permet de produire l'ensemble des visuels immobiliers, que ce soit de la photo, de la visite virtuelle, du drone, etc., partout en Europe. Et un autre élément qui est pur software qui va permettre en fait d'activer ces visuels. Une fois qu'ils sont produits par la marketplace, tu vas être capable de les activer grâce à de l'AI, grâce à du software pour les pousser sur les différents canaux de communication et en fait collecter des leads, des potentiels acheteurs beaucoup plus rapidement. Donc en fait, notre vision, c'est d'accélérer le cycle de vente des propriétés et on a un but spécifique qui est on veut l'accélérer de 75%. D'ici à 5 ans. Puis comment on passe d'être dans les fusions-acquisitions de commodities à l'idée ou le projet de faire Backbone ? L'entrepreneuriat était en moi depuis le début. Après, quand j'étais à l'Uni, etc., j'ai lancé plusieurs projets. J'ai fait partie de la junior entreprise pour ceux qui connaissent à Lausanne. Donc il y avait une notion d'entrepreneuriat qui était déjà là. Après, je pense que de par l'éducation, de par le master que j'ai fait où il valorisait énormément les éléments de consulting, d'aller dans les grandes boîtes, etc. Je me suis dit que ça valait la peine quand même d'aller faire une première expérience d'apprentissage dans une grande boîte. Cela étant dit, tu entres une première année et puis après tu restes facilement 3, 4, 5 ans. Donc c'est un peu ce qui s'est passé et en réalité j'adorais, je faisais de la fusion-acquisition pour une boîte qui s'appelle Louis Dreyfus et j'ai eu la chance, ils m'ont fait voyager un peu dans les 4 coins du monde, que ce soit au Brésil, en Chine, en Afrique du Sud, en Ukraine aussi. Et je faisais des acquisitions pour eux. Ils investissaient environ 1 milliard par an. Et c'était pas moi qui m'occupais de tout, mais je faisais certaines acquisitions pour eux. Et j'ai appris énormément pendant ces 4 ans. Après 4 ans, je me suis dit, c'est quand même sympa de bosser pour quelqu'un d'autre, mais il y avait une notion d'indépendance que je voulais aller chercher. Et c'est pour ça aussi que je me suis lancé dans des projets entrepreneuriaux. Qu'est-ce que tu as appris pendant ces 4 ans chez Louis Dreyfus ? C'est dur de savoir exactement qu'est-ce qu'on a appris, mais quand je le vois et quand tu montes une société aussi, de temps en temps, tu as des flashbacks où tu te dis, ouais, ok, voilà comment ça marchait, etc. Mais je pense que déjà, c'est incroyable de voir une boîte qui a 30 000 employés et comment est-ce qu'elle tourne. Parce que nous, à Backbone, là, on est une 50aine. Déjà, de passer de 1 à 10, c'est extrêmement compliqué.
De 10 à 50, c'est encore plus compliqué. Et je ne sais pas ce que ça va être entre 50 et 100 et 200, etc. Et donc là, quand je vois 30 000 personnes, c'est quand même phénoménal. Je me dis qu'il y a énormément de changements, que ce soit de la structure, après quel est le rôle aussi des dynamiques, des responsabilités, comment est-ce que tu responsabilises tout le monde, comment est-ce que tu crées une culture autour de ça sur 30 000 personnes. Je pense que c'est ça. Après, ce que j'ai beaucoup appris aussi, c'est comment... Mais ça, c'est plus d'un point de vue personnel et parce que j'ai eu la chance d'avoir un très bon manager aussi là-bas. C'est comment est-ce que tu vas prioriser, comment est-ce que tu vas aussi manager les personnes. Donc, j'ai en fait fait mes premières expériences de management d'équipe dans ces 4 ans. Et ce qui m'a permis aussi de après répliquer ça quand tu vas leader toute une boîte. Il y avait un petit point que tu as mentionné qui m'intéresse, c'est cette idée d'entrepreneuriat que tu dis avoir eu très tôt. Tu penses que c'est quelque chose qui vient de ton éducation, de tes parents, peut-être de la profession qu'ils font. Comment tu peux expliquer que tu avais ça assez tôt en toi? Je sais pas. Je pense forcément il y a une notion d'éducation et de les parents. Quand j'ai un père qui est entrepreneur aussi, etc. Donc je pense qu'il y a une première base là-dessus, ça c'est sûr. Je pense que c'est une question de rencontre aussi, que ce soit. Je pense que l'université est aussi très importante. Je pense que l'université pas par ce que tu vas apprendre d'un point de vue théorique, mais de par qu'est-ce que tu vas essayer d'expérimenter, avec qui est-ce que tu vas rencontrer, est en fait primordial. Et je pense que tous ces éléments ont fait que j'ai testé des choses et que l'entrepreneuriat a grandi en moi, en fait. Et quand tu as eu cette idée de démarrer Backbone, quelle a été la réaction justement de ton père ou de tes parents par rapport à ça? Tu avais une bonne position chez Dreyfus et d'un coup tu te dis je vais démarrer quelque chose. Ouais, c'est un bon point. Le père très excité, la maman très inquiète. Parce que c'est vrai que, comme tu le dis, tu quittes un bon poste, tu gagnes bien ta vie pour avoir fait après 2-3 ans de carrière, surtout en Suisse. Donc t'es très bien, on va dire, d'un point de vue financier, etc., très stable. Et puis après, il y a la maman qui est inquiète, forcément. Le père, je pense il voit la valeur et il est assez fier. Mais je me dis, et c'est la manière aussi où je l'ai expliqué à mes parents de manière générale, et d'ailleurs, j'ai dû vraiment couper tout. C'est-à-dire que la première année, on a bootstrappé. Donc, on a, avec un de mes cofondateurs, Antoine, on habitait ensemble et c'est comme ça que l'idée est née, en fait. Mais on a rendu l'appart et on est retourné chez mes parents, en fait. Donc, les deux, on a habité chez mes parents pendant 1 an. Et on a bootstrappé pendant 1 an. T'avais quel âge? J'avais 26. Et donc voilà, c'est un peu tard pour retourner chez les parents, n'est-ce pas? Mais donc voilà, on retourne chez les parents et je pense que le fait d'avoir du skin in the game et aussi le fait qu'à 26 ans, au final, on est très jeune, on n'a pas beaucoup de risques parce qu'on n'a pas de famille, etc. C'est vraiment comme ça que je me suis dit, OK, il faut que je le fasse. Et c'est aussi ce qui m'a motivé après 4 ans où j'étais dans un poste bien. Je me suis dit, en fait, le temps passe très vite et tu arrives vite à 30, 35, etc. où tu commences à construire aussi autre chose du côté famille. Et tu te dis, bon, c'est en fait maintenant où il faut prendre le risque parce qu'au pire, ça marche pas. T'as passé 2 ans où t'as appris énormément parce que c'est un process assez incroyable. Et tu te lances là-dedans et au final, si tu as perdu 2 ans, en fait, tu les as pas perdus. C'est juste, tu as fait une expérience et tu peux très vite revenir. Et ça, tu en avais conscience avant de démarrer Backbone? C'était un peu le plan. C'est on lance et puis dans 2 ans, soit ça aura pris. Complètement conscience. Et d'ailleurs, en fait, pour la petite histoire, on a commencé avec une histoire, avec un business plan qui était assez bancal, on va dire, et une idée qui était assez bancale au début. Mais c'est vraiment le fait, c'est de lancer à fond. Et une suite d'étapes qui nous a fait pivoter aussi et de trouver notre vrai business model. C'était laquelle, cette idée bancale? Elle n'est pas si bancale, mais c'est juste qu'il y avait beaucoup de concurrence, etc. Mais ça s'appelait Backbone Art. Et c'était du fait qu'on connaissait beaucoup de photographes qui avaient assez du mal à créer vraiment un business autour de leur art, très fort dans leur art, mais assez mauvais d'un point de vue business management. Et donc, on voulait utiliser nos capacités business pour en fait créer une espèce de solution tech pour les aider à manager leur business. Et c'était une galerie en ligne où ils mettaient leur collection de photos
en édition limitée et on s'occupait de l'impression, de l'encadrer, de le shipper partout en Europe et de trouver les clients. En fait, c'est une solution qui est très concurrentielle, il y a des très gros players, il y a plein d'alternatives et les marges sont très petites. Donc, on a fait ça pendant 6 mois, pendant qu'on travaillait encore. Et voilà, ça a marchoté, c'était pas incroyable. Mais par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'on a rencontré plein de gens qui étaient dans le milieu. On a compris qu'en fait, les photographes, ils avaient du mal non seulement à vendre des œuvres d'art, mais rien que le service de photographe était très compliqué parce qu'ils avaient des clients qui étaient à gauche, à droite, ils devaient voyager énormément. Les clients ne trouvaient pas les bons photographes qui avaient le bon talent, etc. Et donc, en fait, on s'est dit, il y a un vrai play à faire dans ce service de photographie pour optimiser la connexion entre clients et artistes. Et vous étiez tech dans l'équipe? On a un ingénieur, mais pas tech. Donc, Antoine, un de mes cofondateurs, vient de l'EPFL. Donc, ingénieur, mais pas pure tech. Et le troisième, Federico, aussi business comme moi, qui est très très fort en sales, mais pas tech. Du coup, ça, c'était un peu la lacune. Mais alors, au début, ce qu'on a fait, c'est que c'était vraiment du pur manuel. Et on a essayé on prétendait que c'était tech, mais c'était du pur manuel. C'est nous qui faisions tout derrière. Et je pense que ça nous a permis de très vite voir et de comprendre le process et comment l'optimiser au maximum jusqu'à ce qu'on arrive à un certain niveau de revenu qui nous a permis de payer le premier salaire qui n'était pas le nôtre, mais qui était en fait le salaire d'un CTO qu'on a trouvé. Et ça, je pense qu'on a eu énormément de chance de le trouver assez rapidement et à Genève, qui nous a permis en fait d'ajouter ce pilier tech en tant que first employee. Et là, tu travailles encore ou tu avais quitté ton travail là? Non, alors j'ai quitté, j'étais en Chine quand j'ai démissionné et 3 mois plus tard, je suis revenu à Genève. Donc c'était en août 2018 et le projet Backbone Art a fini en septembre 2018. On a rejoint un incubateur à Paris à la base. Et en septembre 2018, avec cet incubateur, on a réfléchi, on a complètement pivoté la stratégie. Et puis, on a commencé de Paris. Et ce qui s'est passé, c'est que nos premiers clients, grâce à notre réseau, étaient en Suisse. Et du coup, en fait, très vite, on a dit, on revient à Genève et on commence à utiliser notre réseau pour avoir nos clients suisses. Et c'est comme ça qu'en fait, on n'est plus jamais retourné à Paris. Et ces clients, c'était quoi? C'était des agences immobilières, des régies, c'était quoi? C'était principalement des agences immobilières. En fait, le premier client, c'est JLL, qui était en fait l'employé de mon associé. Antoine. Donc, il a quitté, mais aussi, il voyait aussi dans son job qu'il y avait un besoin. Et c'est comme ça que aussi, on a très vite eu une attirance pour l'immobilier. Et pour le cadre complet ici, au tout début, on pensait pas du tout à uniquement l'immobilier. On a testé toutes les verticales, que ça soit event, e-commerce. On en a vraiment testé beaucoup pour voir qu'est-ce qui marchait le mieux. Alors, l'immobilier, ça marchait bien. Event, ça marchait aussi très bien. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un an plus tard, il y a eu Covid. Et donc, Covid, ça a complètement tué tous les events. Donc, on avait la moitié de nos revenus qui ont disparu. On a eu de la chance parce qu'on pourra en parler, mais on avait levé un premier round VC juste avant. Donc, ça nous a donné une certaine confiance pour continuer à investir. Mais par contre, on s'est dit, on sait pas combien de temps ça va durer. On va double down sur la verticale qui marche, real estate, immobilier. Et c'est comme ça qu'on est devenu ce qu'on est maintenant. Vous leur avez vendu quoi à votre premier client? En fait, c'était une situation d'urgence où ils avaient besoin d'un photographe pour le lendemain et ils n'en trouvaient pas. Et par contre, ils avaient un budget énorme. Donc, un budget vraiment phénoménal. Je pense quelque chose comme 4000 francs pour 2 heures de photo. Et ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a très vite cherché nous-mêmes sur Internet, sur Google, etc., un photographe qui pouvait le faire. Il nous a dit son prix, c'était 2000 francs. On a fait OK, très bien. Et voilà. Et comme ça, on s'est fait 2000 francs, en fait. Et c'est là qu'on s'est dit, il y a vraiment une opportunité. Alors maintenant, c'est plus du tout les mêmes prix. C'est un peu une exception de marché. Mais c'est là que ça nous a fait découvrir un peu ce marché. Et maintenant, ce qu'on vend et la vraie valeur, c'est qu'en fait, on est capable de délivrer
que ça soit n'importe où en Suisse ou en Europe. Vous dites Backbone, venez demain à 9h à cette adresse au bureau Genilem pour faire 10 photos, un drone, etc. Le lendemain matin, on est là à 9h et 24 heures plus tard, vous avez l'ensemble sur votre plateforme. Et après, vous pouvez automatiquement les pousser sur les canaux, sur créer de la matière et tout votre écosystème marketing automatiquement. Sur quel modèle vous vous basez maintenant pour vendre votre solution? Modèle économique? Modèle économique, pardon. Ouais. Comme je te disais, il y a la partie marketplace. Donc ça, c'est vraiment la production de visuels. Donc on travaille avec des centaines on les appelle les créatifs, c'est des photographes, des vidéastes, etc. Et ils vont sur place, ils font la photo, ils nous l'envoient. Et nous, on centralise la post-production. Donc, la post-production, c'est l'editing des photos qui permet de les rendre plus belles. Et donc, ça, c'est centralisé. Il y a beaucoup de tech maintenant qui arrive et qui est mis en place pour automatiser ça. Mais donc, cette notion nous permet d'avoir une marge qui est assez importante. Donc, c'est pas du marketplace classique où tu vas prendre un T-Cré de 15. En fait, on va produire la plupart du service. Et donc, ça, c'est une partie du business. L'autre partie du business, c'est du pur SaaS, où tu vas, par user, payer une subscription par mois ou par année, et pour utiliser tout le software qui te permet d'automatiser ton marketing. Et la répartition de ton chiffre d'affaires entre ces deux revenus, c'est comment? Alors, si tu parles en pur revenu, la marketplace, c'est encore 90% du revenu. Maintenant, si tu parles en marge, en marge nette, ça va être aux alentours des 75%, quelque chose comme ça. Et comment tu vois le développement du coup de Backbone par rapport à ces deux types d'activités? Pour moi, l'un va avec l'autre. C'est vraiment un écosystème marketing qu'on est en train de créer pour que l'agent immobilier il se dise, voilà, si j'ai une nouvelle propriété, je veux rien savoir, le lendemain, elle est sur toutes les plateformes et je commence à recevoir les potentiels acheteurs. Et du coup, c'est un écosystème, ça marche hand in hand. Et on va continuer à investir dans la production. Là, le vrai challenge là-dedans, c'est comment est-ce que tu vas scaler d'un point de vue géographique, parce que tu as besoin de personnes qui couvrent le territoire et tu as besoin d'automatisation forcément. Et donc c'est ça qu'on a investi des millions sur les 4-5 dernières années pour vraiment automatiser cette partie marketplace. Et puis après, l'avenir, je dirais aussi d'un point de vue croissance de l'écosystème, ça va être sur la partie marketing, où il y a un gros rôle de l'AI qui joue là-dessus aussi. Et on va continuer à créer de la valeur pour nos clients pour pouvoir vraiment automatiser cette partie distribution et aussi interagir avec les leads. J'ai cru comprendre que la société était basée à 2 endroits bien distincts, Genève et Berlin, sauf erreur, c'est ça? Pourquoi l'Allemagne? Donc, on a commencé à Genève. On a commencé à grandir à Genève. Ensuite, il y a le marché suisse-allemand qu'on a grandi après 1 an, même pas. Donc, on a quelques personnes aussi à Zurich. Et puis après, on a une vraie volonté de devenir le leader européen là-dessus. Et donc, pour ça, il y a un play où il faut quand même grandir assez rapidement d'un point de vue géographique. Et donc, on se dit, OK, quels sont les autres pays intéressants? Et après, on a un set de caractéristiques qui nous dit, OK, quel est l'intérêt du marché? Quelle est la taille du marché? Les dynamiques, typiquement, nous, ce qui est très important pour notre marché, c'est quelle est la commission que le broker va prendre. Et c'est très différent parmi les pays. UK, par exemple, ils prennent entre 1 et 2%. Suisse, c'est plus ou moins 3%. En Allemagne, c'est 5, voire 6%. Donc ça, forcément, ça a un rôle pour nous. Et puis après, c'est aussi les synergies avec nos clients actuels. Parce que, en fait, nos clients, même en Suisse, ont des propriétés en Allemagne, dans d'autres pays. On parle vraiment de très grands groupes. Et même, on a par exemple, Swiss Life, qui est un fonds de pension qui est uniquement en Suisse, mais on a des équivalents qui sont des fonds européens. Et donc, en fait, les synergies avec notre base de clients, eux-mêmes nous ont demandé, venez en Allemagne, on a besoin de vous en Allemagne. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est dit, OK, on va là-bas. Et puis après, il y avait quelque chose qui était assez intéressant, et c'est pour ça que moi, je suis ravi d'être là aussi aujourd'hui, c'est que à l'époque, en 2019, on trouvait que l'écosystème startup n'était pas assez robuste en Suisse, et qu'on avait besoin d'être dans une de ces capitales start-up pour avoir le talent et avoir aussi le network investisseur, parce qu'on était dans une VC road
Et on se disait qu'avoir un ancrage, que ce soit Londres, soit Paris, soit Berlin, était important pour la trajectoire qu'on voulait prendre. Pourquoi c'était important? Mais parce que les gens sont là-bas, que ce soit d'un point de vue talent ou d'un point de vue investisseur. On atteint très vite les limites ici et bon, ça s'améliore bien. On était en 2019, donc il y a presque 5 ans. Mais je pense que c'est encore un cas maintenant, c'est que c'est très très dur de trouver les bons talents et surtout quand tu es early startup, il y a un vrai challenge parce que les très bons talents, ils sont très chers. Et donc soit tu arrives à les motiver avec de l'equity, mais ça reste très dur. Mais en réalité, pour une startup, tu n'as pas les moyens de payer un salaire à 200 000 francs ou des choses comme ça. Donc là, la différence, c'est que si tu vas dans une ville où il y a plus de talents, c'est un peu plus facile d'attirer d'autres talents et puis aussi, ils comprennent cette notion d'equity. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même, c'est pas facile à comprendre, mais dans certaines villes, ils se disent, OK, ouais, on comprend ce que c'est, quelle est la valeur de l'equity ou du stock options, et ils sont prêts à prendre un peu plus de risques aussi là-dessus. Et donc là, vous êtes allé à Berlin. Et puis, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe quand on est 3 cofondateurs, qu'on vient de Genève et puis qu'on a bootstrappé jusqu'à maintenant, puis qu'on décide de go big en allant à Berlin? Voilà, donc on est en 2019. On a eu la chance on était plus ou moins en termes de revenus, je pense que ça peut être intéressant, on était plus ou moins autour des 50 000 par mois. Donc on a bootstrap plus ou moins jusque-là. Donc en 6-8 mois, on est arrivé à 50 000 par mois et je pense que là, on est entré dans une fourchette où les investisseurs commencent à être potentiellement intéressants. On a une traction qui est intéressante pour les investisseurs et aussi on a un marché qui est suffisamment grand pour eux. Et donc on a eu la chance de parler à Wingman, qui est maintenant à Founderful. Ils sont basés à Zurich, ils venaient de lancer leur premier fonds. Et donc voilà, on est un de leurs premiers investissements et donc ils ont investi 1,5 million. Je pense que c'était une valeur d'environ 5 millions, quelque chose comme ça. Et ça, le but de ces 1,5 million, et généralement le but d'une première levée, c'est de faire plus ou moins x3 dans les 18 mois. Donc x3 en termes de revenus, pas en termes de profitabilité. Et le but, c'était de investir dans la tech pour automatiser, parce que c'est comme ça qu'on va créer de la marge, et étendre la base de clients, que ce soit en Suisse, mais de craquer un premier autre pays pour montrer qu'on arrive à craquer un autre pays. On arrive parce que c'est un vrai challenge et du coup, on fait une deuxième levée avec cette notion on va aller sur toute l'Europe parce qu'on a déjà craqué ce premier pays. Ce qui est pas tout à fait réaliste, mais ça, on peut en parler. Mais donc voilà, donc on lève 1,5. Il y a le Covid qui commence, donc on retarde un peu l'expansion. Mais finalement, après 6 mois, on va quand même en Allemagne. On a la chance, je pense qu'on a... Moi, je parle pas suffisamment bien allemand. Par contre, un des 3 cofondateurs, Federico, lui est allemand. Et donc, il a déménagé à Berlin. Et donc, il a ouvert le bureau là-bas. Et ça a commencé comme ça, là-bas, en plein Covid. Et on a commencé à recruter là-bas. Et donc, on a le bureau à Berlin. Et puis aussi, pour avoir la full picture, on a un autre bureau aussi à Prague, qui est pure tech. Donc, c'est toutes nos équipes tech qui sont là-bas. Et on a 10-12 personnes là-bas. Et ça, la simple raison, c'est que notre CTO qu'on a engagé à Genève est tchèque. Et il avait son network à Prague. Et donc, c'est lui qui a progressivement ramené ou créé son équipe là-bas. Et 18 mois après, les x3, ils étaient réalisés ou pas? Non, ils n'étaient pas réalisés. On n'était pas loin. On était plus de x2. Ce qui nous a permis de rester dans la fourchette des investisseurs, en fait. Et puis après, je pense progressivement, on est allé au x3. On n'était pas loin. Mais par contre, on a relevé. C'est pour ça qu'on a refait un gros round et c'était la période où c'était assez propice à faire des gros rounds. Donc, on a levé 5 millions. Et du coup, l'histoire recommence. Il faut refaire x3 après. Et c'est là que c'est plus dur parce que notre marché immobilier s'est retourné parce qu'il y a eu la hausse des taux d'intérêt. Ce qui a fait que le nombre de transactions immobilières a énormément baissé, environ 30% de baisse year on year. Ce qui a fait qu'on s'est retrouvé dans un marché qui était très compliqué, où il fallait faire énormément de croissance. Pour nous donner une idée, quand le marché fait moins 30%, vous avez fait quoi, vous, comme croissance? Nous, on a fait plus 30% year on year. Donc, on est très content de la performance dans ce marché-là.
Mais le challenge, c'est que du coup, tu n'es plus trop dans la bracket des investisseurs pour du série A, série B. Mais ils comprennent ou pas? Lesquels? Les investisseurs, ils comprennent la situation qui fait que le marché qui se retourne un petit peu, moins de transactions. Est-ce que c'est pas suffisant pour eux pour comprendre que voilà, il y a un peu de retard? Alors les existants, ceux qui sont dans la cap table, ils comprennent, oui. Ça c'est pas un problème. Mais si tu veux en attirer des nouveaux, ils comprennent, mais ils vont pas spécialement investir. Et donc, le deuxième round, vous l'avez fait exclusivement avec des existants? Non, alors le deuxième round, c'était avant ça. Donc, deuxième round, c'était en 2021, fin 2021, toute fin 2021, où là, donc 5 millions, l'idée par un investisseur allemand qui s'appelle Redstone. Et tous les investisseurs existants ont réinvesti aussi. Et donc là ça fait très bien. Et depuis le temps, on a largement passé les x3. Mais ce qui s'est passé aussi il y a un an, c'est que justement le marché s'est retourné il y a 1 an et demi. Et nous, on arrivait à la fin de cette période des 18 mois. Et donc, il fallait relever un peu. Et donc là, soit tu vas vers les gros investisseurs, série A, etc. Soit tu fais l'autre option, c'est l'autre option, c'est tu deviens immédiatement profitable. Troisième option, c'est tu fais un bridge avec tes investisseurs existants. Et on a pris cette troisième option parce qu'on voyait qu'il y avait une traction limitée avec les gros investisseurs et on voulait pas trop perdre de temps là-dessus. Et profitabilité, si tu veux aller à la profitabilité immédiatement, tu dois faire des grosses décisions. Et on voulait pas encore complètement tuer l'histoire parce qu'on se disait que ça allait mettre en péril la croissance, etc. Donc on voulait pas mettre ça en jeu. Et on pense qu'on a une très très grosse opportunité de devenir les leaders européens très vite. Et donc continuer à investir pendant que le marché est bas et potentiellement faire du buy and build, on pourra peut-être en parler après, mais continuer à investir pour être vraiment les leaders quand le marché est de retour. Et donc ce qu'on a fait, c'est un bridge avec les investisseurs existants. On a pris un nouvel investisseur. Et voilà. Et donc maintenant, ça, c'est ce qu'on a fait l'année dernière. Et ça nous a permis en fait d'atteindre, on atteint la profitabilité cette année. Et on va commencer en fait un rôle de consolidation dans le marché où on a fait notre première acquisition, on l'a clôturé là début avril. Et voilà, on va continuer comme ça. Tu peux nous parler peut-être de cette acquisition? Oui, bien sûr. Donc c'était des concurrents allemands, concurrents plus ou moins directs. Et on a eu cette opportunité donc d'échanger depuis un moment et en fait ça a eu beaucoup de sens de réunir les forces et donc voilà. Et donc on a fait cette acquisition. En fait, eux, ils appartenaient à un gros groupe qui à ce moment-là cherchait en fait à se concentrer sur ses activités principales. Donc ça a permis en fait de négocier un deal qui était assez intéressant pour nous. Et de prendre cette équipe complètement et voilà. Et maintenant on est dans tout un processus d'intégration. On va intégrer les deux plateformes, on va intégrer les équipes, etc. L'intérêt dans cette acquisition, c'est l'acquisition de clientèle ou c'est l'acquisition de talent ou d'une technologie qui est peut-être différente de la vôtre, meilleure ou disons complémentaire, j'en sais rien. Alors c'est les deux. Alors principalement, donc il y a ils ont une très belle part de revenus et c'est très intéressant parce que vu qu'on était compétiteurs relativement directs, il n'y a pas du tout d'overlap en termes de clients, mais par contre, c'est exactement le même profil de clients. Donc, c'est très intéressant de pouvoir les passer en fait sous une même plateforme. Par contre, ce qui est important, c'est que tu veux, pour les transitionner, tu veux répliquer la même expérience. Donc, en fait, le challenge là, dans les 6 prochains mois, c'est d'être capable de répliquer certaines features et expériences, etc., qu'ils ont eues dans leur plateforme, de la faire chez nous. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est notre product roadmap, on l'a mis en pause. Et là, pendant les 6 mois, on va bosser sur être capable de répliquer des features, mais qu'on sait qu'il y a de la valeur même pour nos clients aussi. Et pour être capable, en fait, de transitionner très vite les clients après dans les 6 mois. Et puis après, on n'aura plus qu'une seule plateforme consolidée, en fait. Et les équipes ? Elles restent, vous en séparez, comment ? Non, les équipes restent, donc c'est une plus petite équipe que nous, ils sont une dizaine de personnes. Donc pour le moment, on manage les deux équipes ou les deux boîtes séparément, mais on est en train de créer des ponts entre les deux. Et le but, c'est que d'ici la fin de l'année, on crée plus qu'une seule équipe. On voulait pas rusher le truc en disant, voilà, d'un coup, ok, on a acquéri, les équipes se mettent ensemble, et il y a plein de sujets qui s'ouvrent et c'est un peu le bordel. On a décidé de le faire un peu plus à la Suisse. Et de les runner séparément
et puis progressivement, on va les transférer. Mais elles restent et il y a beaucoup de talent aussi là-dessus et le but, c'est de continuer à grandir ensemble. Et tu penses que ça, tes expériences dans ta précédente vie chez Dreyfus, tu penses que ça a un petit peu orienté cette décision de racheter en compétiteur? Je pense que mes cofondateurs et mon board vont clairement dire oui. J'ai un biais à ça, ce qui fait que mes expériences passées, d'avoir justement avoir eu des expériences d'intégration, enfin d'acquisition et d'intégration, etc. Je vois clairement comment est-ce qu'on peut le répliquer à notre industrie. Et la dynamique de notre industrie, en fait, nos compétiteurs principaux, c'est des petites agences qui sont locales, qui ont peut-être une dizaine d'employés, 10 et 20 employés, et qui font peut-être 2-3 millions de chiffres d'affaires. Et il y a clairement un play où tu vas pouvoir grandir même à l'international en achetant ces sociétés et en injectant notre technologie qui va permettre d'optimiser toutes les marges et pouvoir grandir et créer le play européen qu'on veut faire. Et ça, c'est une histoire qui plaît aux investisseurs ou ils s'en fichent, eux, ils veulent juste de la croissance et puis c'est tout, qu'importe comment elle est faite? Je pense que quand j'ai commencé à amener l'idée, c'est quand même assez tôt pour une boîte, une start-up de faire ça. Donc, c'était pas comme si c'était make sense et on fonce. Donc, il y a eu une part de conviction. Surtout que c'était combiné avec un marché qui était compliqué. Donc, les investisseurs étaient un peu... mais pour tout dire, on a eu plusieurs opportunités avant. Il y en a eu plusieurs deals qu'on a laissés sur la table aussi parce qu'on pensait que c'était pas le bon prix, etc. Et je pense que c'est toute cette trajectoire qui a fait que là, on a un bon deal, on voit clairement les synergies et donc on avance. Et le but, je pense que sur les 12 prochains mois, ça va être de dire voilà ce qu'on a fait. Voilà, on va montrer que ça a marché. Qu'est-ce qu'on a créé là? Et après, sans doute, continuer à accélérer, potentiellement avec un nouvel investisseur, etc., pour pouvoir accélérer cette stratégie. Par rapport à tes autres associés, d'arriver à cette décision de faire l'acquisition, c'était un processus qui était simple ou comment t'as vécu tout ça? En fait, on a une autre avant qui était assez sérieuse. On était assez avancé, mais le prix était 10 fois plus haut. Et donc, il y avait des vrais sujets de changement de gouvernance et de dilution, etc. Et je pense que ça, c'est les sujets les plus compliqués. Et là, on avait vraiment du mal. Et la preuve, c'est qu'au final, on ne l'a pas fait. Et je pense qu'on a bien fait de ne pas le faire. Mais du coup, là, on est arrivé sur un deal où, au final, ça ne crée aucune dilution. C'est une acquisition pure cash. Et du coup, ça simplifiait beaucoup ces éléments de gouvernance qui ont fait que le process de décision était beaucoup plus facile. Parce que s'il y a des entrepreneuses ou entrepreneurs qui nous écoutent puis qui hésitent à faire ce chemin justement de croissance par du rachat, pour toi, c'est quoi les choses à faire ou à ne pas faire? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à ne pas faire. Je pense que la chose à faire, c'est déjà vraiment comprendre comment l'équipe marche, donc de la boîte qu'on acquiert. Et en fait, le truc principal, ça va être de comprendre quelle est la volonté de ceux qui managent l'autre boîte. Ça, c'est assez intéressant parce que soit tu vas vouloir qu'ils restent pendant un bon moment, soit tu vas vouloir qu'ils partent assez rapidement parce que tu réalises qu'en fait, leur tête est déjà ailleurs. Et donc, s'ils restent trop longtemps, ça crée des problèmes, des frictions, etc. Donc, je pense que c'est le premier truc, c'est est-ce qu'il y a un alignement au niveau du managérial sur où est-ce qu'on veut aller. Cet assessment, vous l'avez fait comment? Il faut les rencontrer et ça prend du temps. Et donc, c'est généralement, je connais très peu d'acquisitions qui sont faites, lundi, et puis un mois plus tard, c'est signé. Je pense qu'il y a un vrai travail de relation qui a été fait. Et c'est toi qui as fait ce travail d'assessment, de rencontrer les collaborateurs de cette acquisition? Oui, c'est moi. Et pour le coup, les deux managers, donc les deux initialement cofondateurs, qui avaient été d'ailleurs rachetés il y a 2 ans par cette grosse boîte, étaient à la fin de leur earn-out. Et ils étaient déjà projetés dans une autre... ils se voyaient déjà ailleurs. Donc, ce qu'on a fait, en fait, c'est le move où on a dit, OK, on va arrêter très rapidement.
et ils sont restés là pendant 3 mois en tant que consultants. Mais le managérial, on est allé directement et moi et mon cofondateur Federico sommes allés directement et pour manager la boîte dès la semaine suivante en fait. Une fois que tu as fait cet assessment, l'étape suivante par rapport à l'acquisition, c'est quoi? On rentre que dans les chiffres, on est dans la vision, on est dans... Qu'est-ce qu'on fait? Quel est le process, oui. Donc il y a une première rencontre pour un peu comprendre quels sont les objectifs de chacun. Après, c'est comme presque une levée de fonds en fait. Il y a une première étape de due diligence où ils vont partager certaines infos, principalement commerciales. Et après, il y a une term sheet qui se dessine. Quels vont être les termes principaux, etc. L'idéal, c'est que tu négocies une exclusivité qui va te permettre en fait sur les 6-8 prochaines semaines de dire vous négociez avec personne d'autre le temps qu'on fasse tout notre assessment, que ça soit du légal, du tax, etc. Et donc là, généralement, tu t'associes avec avocat, fiscaliste, etc. pour faire vraiment les devoirs de vérifier que tout est en ordre et qu'il n'y a pas de risque. Évidemment, il y a des risques, donc il faut les lister. Et après, tu vas commencer à négocier un SPA, Share Purchase Agreement, qui va en fait lister toutes les conditions pour faire l'acquisition. Et en parallèle, généralement, ce que tu fais, c'est que tu vas parler aussi au management et tu vas leur dire, OK, ben voilà le plan pour vous. Il y a peut-être un earn-out qui va se dessiner ou bien d'autres types de formats pour s'assurer que la continuité se fait, en fait. Et par rapport à la valo, c'était une société qui était profitable ou c'était une société qui était aussi en développement comme la tienne? Elle était en développement, mais en fait, ce qui s'est passé l'année dernière, vu qu'ils ont pas mal souffert, c'est qu'ils ont déjà fait en fait tout un plan de restructuration pour atteindre la profitabilité. Donc au moment où on est arrivé, ils étaient profitables et ils le sont toujours. Donc c'était un gros argument aussi pour mes investisseurs de dire voilà, on va acquérir une boîte profitable. Donc c'est en ligne avec notre stratégie. Et voilà. Et en termes de prix, l'avantage c'est que on a eu une situation que le vendeur était assez pressé de vendre. Ce qui nous a permis de négocier un bon prix. Et vous aviez le cash, vous, dispo, ou il a fallu aller taper à la porte de vos investisseurs? Non, on a le cash et on n'a pas besoin de relever, en fait. Du coup, voilà, c'était naturel que ça s'est fait. Et le but, là, en fait, c'est pour le moment, on arrive à la profitabilité. Et en quelque sorte, on va un peu voir ce qui se passe. Tu vois, c'est soit... On continue avec notre plan et là, le but, c'est sans doute qu'on va continuer à accélérer. Et là, il faudra avoir un gros investisseur qui va arriver sur la cap table pour accélérer ça d'un point de vue européen. Et là, on parle de 2-3 acquisitions par an minimum. Soit l'autre option, c'est tu continues profitable et tu grandis un peu moins vite. Mais en tout cas, maintenant, ça nous permet d'être dans une position où on a le choix. Et avec un marché qui est en train de se rétablir aussi. Et pourquoi pas, maintenant que vous êtes profitable et que vous avez racheté une société qui est profitable, aller taper à la porte des banques, par exemple? Oui, c'est une option aussi. C'est quoi les avantages ou les inconvénients d'aller taper la banque? La banque, en fait, c'est que tu as du financement qui est beaucoup moins cher. Là, justement, on a parlé et c'est pas encore signé, donc je peux pas dire de non, etc. Mais on parle de conditions où on est entre 3 et 5% de taux d'intérêt. Non, puis on évite la dilution aussi. Exactement. Donc tu payes 5% de taux d'intérêt alors que tu devrais te diluer je ne sais pas les chiffres exactement, mais c'est beaucoup moins cher de prendre de la dette. Après, il faut faire attention avec la dette parce que si pour une raison ou une autre, tu repasses dans le rouge, etc., c'est là qu'ils ont quand même un contrôle où il faut faire attention. Donc, il faut aussi bien négocier ces termes là-dessus. Les investisseurs qui sont sur la cap table, ils aiment bien cette option ou ils préféreraient être sollicités pour augmenter un peu leur part du gâteau? Je pense qu'ils sont OK avec l'option d'avoir une ligne bancaire. Mais c'est toujours ils vont être intéressés aussi à réinvestir si les conditions sont bonnes. C'est toujours une question de valuation après, etc. Mais ils aiment avoir l'option. Et là, pour les banques, c'est des banques que tu trouves plutôt en Suisse, plutôt en Allemagne? Alors pour le coup, c'est assez intéressant. J'ai participé à un programme du CEF, Swiss Economic Forum. Et ils ont un programme qui est sponsorisé par une banque UBS
qui permet de... en fait, c'est toute une équipe qui va complètement assesser ta boîte et va te donner un label si tu l'as ou pas. Donc, on a reçu ce label de High Growth Potential en Suisse. Et ça, en fait, ça te permet de fast-track le processus pour avoir de la dette auprès des banques parce qu'ils reconnaissent ce label. Tu dois payer pour avoir ce label? Non, tu payes pas. Par contre, tu as un gros boulot d'assessment, BP, je pense que c'est un document d'une 20aine de pages, etc. Et il y a plusieurs interviews et donc il y a tout un comité qui est de spécialistes qui analyse ta boîte pour dire, OK, est-ce que ça a du sens ou pas par rapport à toutes les autres boîtes. Et puis après, justement, la banque se réfère au dossier qu'ils ont finalisé pour, en fait, ils n'ont plus besoin d'analyser eux-mêmes leur boîte, en fait. Et ça, tu dirais que la Suisse, justement, c'est un bon pays pour faire croître sa PME quand on est à ces stades-là, de profitabilité, d'avoir des équipes et déjà un certain niveau de chiffre d'affaires, mais pas avant. Alors là, c'est un grand sujet. Honnêtement, à ce stade, je pense que cet élément est intéressant. Après, c'est quand même un élément et ce label qui est très peu accessible. Il y a pas beaucoup d'options, en fait. Quand tu compares à d'autres pays où ils vont te financer ton chômage pendant 3 ans, ils ont des fonds spécifiques, je pense à la France, pour investir dans ta boîte très très rapidement. Et quand je vois les critères, les types de boîtes qu'ils investissent, je peux te dire les critères sont assez accessibles. Et donc je pense que ça c'est la Suisse n'est pas compétitive du tout là-dessus. Il y a un autre élément qui soit pour les entrepreneurs et même pour la taxation sur les boîtes, où dès que nous on fait une levée, tu dois payer déjà directement 1% à Genève parce que tu as levé de l'argent alors que tu n'es même pas profitable, tu veux l'investir, mais en fait, tu as déjà une partie qui est enlevée. Et que ça soit même pour l'entrepreneur qui est taxé sur la valeur virtuelle de ta boîte qui est au valo de VC, donc c'est pas une vraie valo. Si moi là je veux la vendre, c'est pas les valos que le VC va me mettre, ça va être plus bas, tu vois. Donc c'est aussi, je pense pas que la Suisse est compétitive encore, mais il y a des améliorations. Il faudrait qu'en premier on change en Suisse pour justement la rendre plus attractive. Qu'est-ce qui serait pour toi le premier élément qui favoriserait et qui inciterait vraiment à rester ici pour monter sa boîte? Alors, il y a des choses qui sont faciles et difficiles. C'est-à-dire que l'idée est assez claire. C'est-à-dire qu'on a tous nos pays voisins qui le font, etc. C'est-à-dire créer des systèmes fiscaux spécifiques pour les entrepreneurs, etc. Ça, c'est une chose. Après, je pense qu'il faut aller même plus loin. Et de nouveau, la plupart de nos pays voisins sont aussi en avance là-dessus. C'est créer des vrais fonds sponsorisés par l'État pour investir dans les startups. Alors, on en a déjà quelques-uns, surtout en biotech, climate tech, un petit peu aussi maintenant. Mais je pense qu'il faut vraiment ouvrir ça de manière générale, tout ce qui est start-up et voilà, et répliquer ça et avoir un vrai processus pour générer de l'investissement. Et après, je pense que, et ça, c'est quelque chose c'est pour ça aussi que je suis très content d'avoir Founderful en tant qu'investisseur aussi, c'est qu'ils ont une vraie notion de dire, on va investir dans des boîtes suisses qui ont une volonté d'aller à l'international. Et ça, c'est encore une chose qui, je pense qu'il nous manque d'un point de vue suisse un peu plus conservateur, c'est qu'on est très bien, on crée notre business en Suisse, mais il faut créer cet élan international. Et voilà, il manque encore un écosystème où on attire les investisseurs internationaux, américains, et qu'on attire le talent aussi pour créer des vraies boîtes suisses qui ont un potentiel international. Et il y en a quelques-unes, hein, mais je pense qu'on peut faire encore bien mieux. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous. Merci, c'était top. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Dorian, qui nous a raconté son incroyable voyage de ses débuts en tant que financier dans le monde des fusions-acquisitions à start-upper, révolutionnant le marketing dans le secteur immobilier grâce à sa tech et sa plateforme. J'ai particulièrement apprécié découvrir les premières phases de Backbone, depuis ses débuts comme plateforme dans l'industrie de la photographie artistique, puis le pivot dans l'industrie de l'immobilier, l'acquisition des premiers clients, les 2 levées de fonds, jusqu'à son expansion par l'acquisition d'un concurrent, ce qui est extrêmement rare à ce stade de développement. Et je retiens tout particulièrement l'importance de choisir le bon moment et le bon lieu
pour entreprendre. Dorian nous a montré que lancer une entreprise jeune offre des avantages uniques, notamment une plus grande tolérance au risque et une capacité à saisir rapidement des opportunités. Son approche pour naviguer entre les écosystèmes de start-up entre Genève, Paris et Berlin met en lumière la nécessité de comprendre profondément ces environnements pour en tirer le meilleur et réussir. Enfin, Dorian a également partagé sa vision des défis et des opportunités de l'écosystème suisse pour les startups innovantes. D'un côté, il valorise la stabilité et la qualité de vie qu'on peut avoir ici, facteur non négligeable pour nourrir évidemment l'innovation, mais d'un autre côté, il pointe les lacunes, notamment le manque de fonds d'investissement spécialisés, ainsi que les obstacles fiscaux. Ça, on en entend beaucoup parler comme étant les freins principaux à l'expansion rapide des startups ici, mais j'ai trouvé ça très intéressant, le fait que les talents en Suisse ne sont pas intéressés par la possibilité de prendre de l'equity dans des startups et que, compte tenu de ce qu'est notre marché de l'emploi ici, la grande difficulté de recruter ces talents ici, si on ne peut pas proposer un salaire annuel de 200 000 francs. Alors qu'à Berlin ou Paris, les talents comprennent l'intérêt de risquer une partie de leur rémunération sous forme d'actions ou de plans d'action qui seront bien plus attractifs à moyen long terme, en tout cas on l'espère. Quoi qu'il en soit, ces éléments mettent en lumière des pistes d'amélioration pour la Suisse afin de rester compétitive sur la scène start-up internationale. Et avant de conclure, si vous avez aimé cet épisode, ce qui devrait être le cas étant donné que vous l'avez écouté jusqu'au bout, n'hésitez pas à le partager avec d'autres de vos amis qui pourraient avoir un intérêt. Et si vous voulez rester informé de l'entrepreneuriat dans les cantons de Genève et Vaud, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter mensuelle de Genilem via notre site internet genilem.ch.